On va prendre maintenant un autre aspect de notre thématique autour du féminisme et l'institution, en accent plus directement sur la question des savoirs. Et on peut peut-être simplement rappeler en qualité d'historienne à quel point cette remise en cause du savoir académique et la recherche d'une nouvelle connaissance qui inclut les femmes et interroge les fondements de leur exclusion, de leur infériorisation, c'est déjà un point fondamental de l'histoire du féminisme, notamment au XIXe siècle. Et si on se place dans cette longue durée, on est vraiment frappé par le rôle fondamental aujourd'hui d'un féminisme à l'intérieur des circuits académiques et à l'intérieur de l'institution, des institutions productrices de savoir. Et donc, je remercie beaucoup les intervenantes de cette table ronde de venir nous éclairer sur ce questionnement. La règle du jeu est la même qu'à la table ronde précédente, c'est-à-dire que nous avons 3 questions. À chaque fois, je présenterai les intervenantes à la première question et qu'à chacune de ces questions, les intervenantes sont amenées à répondre assez rapidement. Donc forcément, c'est des choix absolument terribles, puisqu'elles n'ont qu'environ 5 minutes pour nous éclairer sur des questions assez... première question, je vous l'ai dit, selon votre expérience, et l'idée est vraiment de partir de cas concrets pour nous informer, et je rappelle qu'on est vraiment dans l'idée d'un féminisme aussi aujourd'hui, de capter quelque chose qui est peut-être en cours de transformation et de dégager des perspectives d'avenir. Donc selon votre expérience, quels sont concrètement les objectifs et les principaux modes d'action d'un féminisme au sein de l'institution, voire d'un féminisme institutionnel, dans le monde de la production des savoirs, et nous donner quelques-uns des principaux résultats dans le domaine qui vous m'avoir invité à cette table ronde. Dans le questionnement, me semble-t-il, me fait vraiment écho à mon parcours et à mes engagements. Donc je dirais d'abord 2 mots de ces engagements, avant de vous présenter ce qui est à vos yeux, aux yeux de l'association Némosine, une action concrète de féminisme institutionnel, qui est la production d'un manuel scolaire que nous appelons, et j'expliquerai le terme d'histoire mixte. Alors, il vient juste de sortir, je vous dirai à qui il s'adresse, en quoi il consiste. Donc, production d'un manuel scolaire d'histoire mixte, avec une volonté de promouvoir ce terme d'histoire mixte. Vous avez des dépliants à montrer si cela vous intéresse. Donc, quelques mots de l'engagement antérieur. Donc, avec d'autres, bien évidemment, sont toujours des œuvres collectives, et notamment depuis la parution de la collection Histoire des femmes en Occident, qui avait fait connaître un champ de recherche nouveau, qui lui a donné une certaine légitimité intellectuelle. J'ai tenté de porter ce que j'appelle l'ambition d'une intégration, on va peut-être être dedans, dehors, ou une intégration de l'histoire des femmes au savoir général et partagé. Alors, comment tenter d'intégrer un domaine marginalisé, un domaine nouveau, un domaine qui a surgi du militantisme des années 70, d'abord par la création effectivement d'une revue d'histoire des femmes qui fasse connaître les travaux produits en France, mais qui fasse connaître aussi les travaux et les débats étrangers. Donc c'est la revue Clio Histoire, Femmes et Société, lancée en 1995 et qui va bientôt fêter son 15e anniversaire autour d'une thématique qui nous semble peu étudiée en France, autour de l'histoire globale des femmes. Femmes, genre et histoire globale. Donc vous avez aussi une information à l'entrée. Après la revue, et le phénomène s'est passé dans d'autres pays d'Europe, création d'une revue, création d'une association, ces choses-là ont eu lieu dans la plupart des pays d'Europe. Donc après la revue, création d'une association qu'on appelle couramment l'association Némosine, mais dont le titre intégral est pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Et le titre dit son objectif, promouvoir l'histoire des femmes et du genre et assurer sa transmission à tous les niveaux de l'enseignement. Alors créer des associations par rapport, en général aussi une réponse à une situation de marginalité. On a dit tout à l'heure que les institutions, l'État ne faisaient pas leur travail de promotion d'égalité.
on peut dire aussi d'une certaine façon que les institutions d'enseignement et de recherche n'ont pas fait leur travail d'aide à la recherche dans les domaines de femmes et du genre, et de promotion et de diffusion de ces savoirs dans l'enseignement et aussi dans la société civile de l'ensemble des lecteurs. Donc les associations sont une sorte de palliatif qui assure un certain lobbying, qui assure des formes de réseau et qui tentent de promouvoir de différentes façons cette transmission. Donc intégrer l'histoire des femmes et du genre, je parlerai plus tard des enjeux, et la transmettre, je parlerai plus tard de ces enjeux-là. C'est en effet à la fois faciliter sa production, donc la production des recherches en histoire des femmes, par des allocations et des postes, et sur ce point, il fallait répondre à de fortes résistances des institutions de recherche et d'enseignement, et à un bilan très mitigé de l'enseignement de ce domaine de recherche dans les universités françaises. Intégrer l'histoire des femmes et du genre dans le savoir partagé, c'est aussi permettre sa transmission au plus grand nombre. À l'université, ça se fait sans doute quand même de plus en plus, par des formes de diffusion un petit peu individuelles, mais ça reste difficile, faute du recrutement fléché sur des postes fléchés comme tels. Dans le secondaire, et c'est là-dessus que l'action est dirigée, dans le secondaire, le savoir, le nouveau savoir créé depuis 40 ans maintenant, peu d'éléments étaient intégrés dans les manuels scolaires du second degré, alors, sauf quand même, on ne peut pas dire rien du tout, mais il n'y avait que quelques dossiers. Alors, vous verrez que si vous lisez un jour l'introduction, on a dit, c'était un peu caricatural, mais c'était pour interpeller les lecteurs, quelques dossiers comme pour le château fort ou la machine à vapeur. Donc on ajoute quelque chose, mais cet ajout ne transforme pas le récit général qui est transmis aux enfants de l'histoire, non seulement de la France, mais aussi d'autres pays du monde. D'autre part, alors, un petit peu de transmission des femmes, quelques dossiers, notamment la guerre 14, c'est le dossier le plus classique des manuels scolaires, les femmes dans la guerre de 14. Mais l'histoire du genre n'est pas du tout transmise, c'est-à-dire rien du tout sur comment les sociétés définissent le masculin et le féminin, comment on construit des hommes individus sexués masculins, des femmes individus sexués féminins, oui, comment se construisent les rapports hiérarchiques entre les hommes et les femmes. Tout cela, rien n'est transmis. D'où le projet de l'association qui était de produire un manuel, de répondre concrètement à des demandes qui nous avaient été faites aussi par des enseignants du secondaire. Ce champ de recherche nous intéresse, mais d'une part, nous n'avons pas le temps forcément de lire l'ensemble des ouvrages universitaires, et nous ne pouvons pas surcharger les... Je voudrais tout d'abord faire deux précisions sur le féminisme. Moi, je suis féministe de conviction depuis très longtemps. Moi, je dirais que je suis féministe de naissance. Je suis née dans un pays, dans un milieu social où naître fille était une malédiction, naître garçon une bénédiction, donc réflexe de survie. Le féminisme, pour moi, c'est un réflexe de survie. De profession, je suis sociologue. Et l'expression recherche féministe, comment vous dire, elle ne me convient pas. On peut être communiste et faire de la recherche, on ne fait pas de la recherche communiste pour autant. On peut être gauchiste et faire de la recherche, on ne fait pas de la recherche gauchiste. On peut être gaulliste, etc., etc. Donc moi, je suis très centralement les deux, féministe de conviction, sociologue, chercheur, de profession. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis féministe que je suis devenue sociologue, parce que j'étais germaniste avant de formation, et puis en passant par la classe Sciences Po, je suis arrivée à la sociologie parce que c'est la discipline qui me permettait de traiter les questions qui m'intéressaient, qui étaient celles des rapports entre hommes et femmes, celles de l'égalité devant le travail. Bien. Deuxième point, l'expression féminisme institutionnel, elle ne me convient pas vraiment non plus, parce que je pense que dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire, le féminisme n'est pas institutionnel. Il n'y a pas
Je travaille au CNRS, nous sommes un certain nombre à être féministes, à travailler sur les questions du genre et de l'égalité. Le CNRS n'est pas une institution féministe et tout ce que nous avons pu créer au sein du CNRS n'est pas institutionnalisé. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Alors, concrètement, ce que j'ai tenté de faire, ce que nous avons tenté de faire au MAGE, Groupement de recherche marché du travail et genre, à la revue Travail, genre et société, c'est d'asseoir la légitimité des études sur le sexe, le genre, les femmes, peu importe le terme, là le débat ne m'intéresse pas trop. Donc nous l'avons essayé dans le cadre du MAGE qui regroupe aujourd'hui 23 universités et centres de recherche dans 7 pays d'Europe. Donc c'est d'asseoir la légitimité de ces recherches. Parce que je pense que la question qui reste ouverte, est celle du statut des recherches sur le genre, la question de leur légitimité scientifique. Alors c'est vrai que de ce point de vue, on revient de loin, de très loin. Le retard français en la matière, il est considérable. Longtemps, très longtemps, il a fallu s'excuser, s'expliquer de travailler sur cet objet douteux qu'est la différence des sexes, s'excuser de travailler sur cette catégorie si particulière que sont les femmes. Je crois que pour rompre le silence, pour briser l'invisibilité, il a été nécessaire, dans un premier temps, de justifier des évidences. Dans mon propre domaine, la sociologie du travail et de l'emploi, j'ai le souvenir d'avoir dû longtemps expliquer, démontrer des faits simples et établis. Prouver par exemple que dans le monde du travail, les femmes n'étaient pas une minorité. J'ai le souvenir de discussions interminables à la cantine du CNAM, où j'expliquais à mes collègues que si on additionnait les femmes, les jeunes, les immigrés, on avait la majorité du monde du travail. Ils ne comprenaient pas ça, ils n'arrivaient pas à l'admettre. De même qu'ils n'arrivaient pas à admettre qu'il y avait un écart de salaire entre hommes et femmes, etc. Alors, on n'en est plus là aujourd'hui, et c'est heureux. Le genre, je dirais, fait partie des objets identifiés et admis, mais sa légitimité est toujours inachevée, de même que son utilité demeure contingente. Le temps de la connaissance n'est pas celui de la reconnaissance, nous l'avons souvent dit et redit au MAGE et la revue, et je pense que c'est vrai, c'est ça qui est en cause aujourd'hui, parce que je pense que sur ce domaine de recherche pèse toujours, d'une façon ou d'une autre, le soupçon du militantisme, le reproche du parti pris. Étudier la construction sociale des inégalités de sexe serait un travail militant, entre guillemets, du fait même de l'objet. J'ai souvent entendu cet argument, je l'ai vu fonctionner, c'est là que c'est grave, comme un déni de légitimité ou de scientificité. Alors c'est vrai que nous sommes dans un domaine de la recherche où la question de recherche n'est jamais loin du problème social, et c'est bien ça qui rend ce domaine intéressant. Mais est-ce que c'est spécifique à la question du genre ? Est-ce qu'on est plus neutre, plus objectif, plus scientifique lorsqu'on traite du chômage, quand on traite de l'école, quand on traite de l'immigration, quand on traite de la famille? Je pense que de ce point de vue, ce n'est pas le genre qui est spécifique, ce sont les sciences humaines et sociales. Mais c'est à nous qu'on vient le reprocher. On a parlé tout à l'heure de l'importance qu'a eu la conférence de Pékin. Moi, je voudrais remonter plus loin pour qu'on comprenne comment sont institutionnalisés les mécanismes femmes au niveau national et international. En 1945, il y a des militantes qui sont là, qui étaient déjà à Genève dans l'entre-deux-guerres, et qui sont à San Francisco au moment où est adoptée la charte de l'ONU. Dans la charte de l'ONU, quand on pense à l'ONU aujourd'hui, on pense surtout Conseil de sécurité, mais il y avait une pièce très importante en 1945 qui était créée dans l'esprit de ceux qui faisaient la charte, c'est la Commission des droits de l'homme, qui, vous savez, maintenant a été remplacée par le Comité des droits de l'homme. Et grand débat au sein des féministes et des mouvements de femmes qui sont à San Francisco en 1945, qui sont à la première Assemblée Générale de l'ONU, qui n'a pas lieu à New York, mais à Londres en 1946, avec Eleanor Roosevelt, qui préside la Commission des droits de l'homme, demande forte d'une partie des femmes d'avoir un mécanisme spécifique pour traiter des questions femmes, et Eleanor, par exemple, avec d'autres femmes qui sont contre, en disant les femmes font partie de l'humanité, donc les femmes font partie de la commission des droits humains, des droits qu'on appelait de l'homme en français. Donc vraiment, grande bataille, et finalement, une commission femmes est créée. Mais, perversité de l'affaire, on ne la rattache pas à la commission, au mécanisme des droits de l'homme qui est à Genève, mais aux affaires sociales de l'ONU. Donc on va revoir tout le temps cette affaire-là. Je passe vite. J'arrive à... que fait cette commission femmes?
elle va rédiger 3 très importants textes, traités internationaux sur le droit de vote, sur la nationalité, sur le statut des femmes dans le mariage, et surtout décider, et en tant que féministe, on a beaucoup ri à l'époque, les vieilles féministes que nous sommes, décréter 1975 année de la femme, et première conférence des droits des femmes à Mexico. Or, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que tous les mécanismes qui se mettent en place, par exemple, au niveau européen, le fait que dans des pays, il y a des institutions, secrétariat des droits des femmes que va avoir François Giroud en 1974, c'est pour préparer Mexico. Et c'est pour préparer Mexico qu'un premier programme d'égalité des chances est fabriqué au niveau de ce qu'on n'appelait pas encore l'Union européenne, mais de la Commission européenne. J'étais jeune stagiaire de l'ENA à Bruxelles, à la mission française auprès de l'ONU. On me demande, évidemment, seule femme, de préparer pour la France ce dossier, dont on se décharge complètement. Et on crée au sein de l'administration de la Commission européenne, dans le service social, l'unité d'égalité des chances, là encore rattachée au social. Alors je termine très vite en disant, je reviendrai peut-être tout à l'heure, en disant que ce qui a été intéressant, c'est que la première génération qui a occupé des postes à l'ONU dans les démocrates européennes et onusiennes ont été des féministes et qui se sont fait virer assez vite. C'est le cas, par exemple, pour Agnès Hubert et Maria Stratigaki, qui ont été des femmes formidables à l'Union européenne, qui ont monté des programmes d'égalité des chances et qui ont nommé, par exemple, des réseaux d'experts pour travailler sur ces questions. J'étais dans l'aspect d'un réseau femmes dans la prise de décision entre 91 et 96, et il a été décidé en 96 de supprimer ce réseau, y compris la base de données qu'on avait construite, ce qui posait quand même un sacré problème. Tout à coup, il n'y a plus de mémoire, quoi. On arrête, et on décide également de mettre à la porte de ce service toutes les féministes qui étaient dedans. Voilà, et on a toujours ce jeu, je vous raconterai peut-être tout à l'heure, comment, en tant qu'institution universitaire, on est arrivé avec la recherche à Bruxelles, à remonter quelque chose qui est maintenant de nouveau... L'intervention va être, en fait, je pense, assez complémentaire de celle de Françoise Thébault, et j'espère pas trop redondante, puisque donc, je vais moi aussi parler d'un manuel, mais donc plutôt d'un manuel à destination de l'enseignement supérieur, donc qui est ce manuel d'introduction au Gender Studies, sous-titré Manuel des études sur le genre, j'y reviendrai, qu'on a coécrit avec Laure Bérémy, Sébastien Chauvin et Alexandre Jeunet, donc qui est paru chez De Book. Alors, je pense que j'aurai l'occasion, dans la réponse à la question suivante, en fait, de détailler un petit peu l'expérience qui a été la conception collective de ce manuel, mais à ce stade, je voudrais surtout insister sur la place particulière qu'il occupe par rapport à la démarche d'institutionnalisation des études sur le genre dans l'enseignement supérieur. En effet, il me semble que, logiquement, la production d'un manuel devrait se situer dans le prolongement de l'institutionnalisation d'une formation. La démarche générale, c'est il existe des cours sur le genre, c'est institutionnalisé dans des formations, et donc il existe un public captif, une clientèle, on va produire des manuels pour les vendre à tous ces braves étudiants. Or, dans notre cas, alors, la rédaction du manuel est effectivement liée à des expériences pédagogiques que nous avons eues en initiant des cours sur le genre dans nos institutions respectives. Et de façon similaire, on peut dire que la première vague de manuels sur le genre en France avait été liée à l'inscription du thème masculin-féminin à l'agrégation de sciences économiques et sociales. Donc il y a effectivement un lien avec des expériences pédagogiques, mais pour autant, cela ne reflète pas une institutionnalisation des études sur le genre en tant que domaine de formation, au sens où les études sur le genre deviendraient un passage obligé, incontournable de toute formation en SHS, notamment dès le premier cycle. Et les débats actuels autour du projet Présage à Sciences Po montrent bien tout ce qui reste à faire en la matière, en termes de légitimité de la démarche.
Donc cette situation paradoxale du manuel qui précède l'institutionnalisation révèle, à mon avis, le fait que la formation constitue bien le point faible de l'institutionnalisation des études sur le genre aujourd'hui. Il me semble que le décalage est frappant, pas seulement par rapport à ce qui se passe dans des pays étrangers, mais aussi et peut-être surtout par rapport à l'état de la recherche dans les études sur le genre en France. En effet, de plus en plus de thèses sont soutenues et donc je trouve qu'il est frappant de voir un domaine des SHS dans lequel autant de... Ouais, faut que je recule. Donc un domaine des SHS dans lequel autant de thèses sont soutenues et qui pour autant ne correspond pas à un domaine vraiment institutionnalisé dans la formation initiale dès le premier cycle. Donc, dans les études sur le genre en France, l'apprentissage se fait encore pour l'essentiel, pour la plupart des étudiants, sur le tas, par auto-formation. Et c'est notamment ce besoin d'auto-formation, à défaut d'une formation institutionnalisée, qui nous a poussé à nous regrouper entre doctorantes à partir de 2002, en créant ce qui allait devenir l'association EFIGI, donc Association de jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes, genre et sexualité. Et de façon significative, une des premières formes d'action de cette association a été la mise en place d'ateliers fonctionnant généralement sous forme d'ateliers de lecture, permettant une mise en réseau et un échange d'informations entre doctorantes et étudiantes. Et pour un grand nombre d'entre nous qui avons amorcé des thèses sur le genre au début des années 2000, cette mise en réseau a été vraiment essentielle en termes de formation. Donc on voit ici de façon classique, un petit peu de la même manière par rapport à ce que racontait Françoise Thébault sur ce qui s'est passé en histoire, comment l'association, comment le travail associatif vient pallier les manques de l'institution. Et je dirais à un niveau plus personnel, c'est aussi dans le cadre de la création d'EFIGI que j'ai été amenée à travailler avec Laure Bérény, qui m'a ensuite invitée donc, à me joindre à ce projet du manuel, ce qui illustre bien aussi l'intérêt de cette mise en réseau opérée par la société. Quels ont été les principaux soutiens ou les principales contraintes que vous avez rencontrées lors de ces actions spécifiques ou de la production du savoir de l'institution ou à destination d'un public institutionnel? Donc en gros, quels ont été les facteurs déclencheurs, ce qui vous a soutenu ou au contraire ce qui vous a entravé? Je serai très bref là-dessus. Je suis revenu à l'université après des mandats électifs ou électoraux. Je ne pouvais pas travailler dans la fonction publique en étant député, donc je reviens dans la vie civile. Je suis magistrate administrative et aucun des présidents de tribunaux administratifs français n'accepte de me reprendre. Ça ne rend pas particulièrement triste, mais j'ai passé une année chez moi, à côté de mon téléphone, à attendre, à téléphoner tous les lundis au ministère de l'Intérieur dont j'ai demandé, pour dire quand est-ce que vous me donnez un poste. J'étais payé, mais personne ne voulait de moi. Donc quand j'ai vu ça, après tout, j'avais un passé, j'avais commencé ma carrière comme prof. J'ai demandé à revenir à l'université et j'ai déjà déposé un projet de séminaire à l'école des hautes études sur nationalité et nation et nationalité. Et très très vite dans le séminaire, il y a eu un questionnement des étudiants sur la question de la nationalité des femmes. On a beaucoup travaillé sur cette affaire qui était tout à fait passionnante. Et j'ai fini, au bout de 2-3 ans, par arrêter ce séminaire et demander à changer l'intitulé. Là aussi, sous la pression des étudiants, et le thème qu'on avait arrêté, c'était « Femmes dans les mouvements sociaux et mouvements sociaux de femmes ». Je suis convoquée par des gens assez haut placés dans l'école qui me disent « Pour ça, c'est pas sérieux ». Bien sûr, tu es dans un laboratoire qui est le CADIS qui s'occupe des mouvements sociaux, mais dis que tu vas faire un séminaire sur les mouvements sociaux, mais retire le mot « femme ». Parce que c'est pas bon pour ta carrière. Résistance, donc, élémentaire. Et ils pensaient également qu'il n'y aurait personne dans ce séminaire, ça n'intéresserait personne. Et c'était un séminaire aussi où il y avait pas mal de monde. Et on a bien travaillé, là aussi, en réseau. C'était assez sympathique. Et puis, je vois également... Alors là, c'était plus drôle encore.
on m'envoie des étudiants qui avaient comme directeur d'études un homme ou une femme, qui avaient accepté des thèses sur les homosexualités. Et on me les envoyait à moi, pensant peut-être que j'avais une science infuse sur la question. Donc j'ai décidé de changer encore de séminaire en 98, et on a monté un séminaire avec Didier Ribon, parce que je voulais qu'il y ait le point de vue d'un homme et le point de vue d'une femme, et nos réseaux étaient différents. Ça permettait, pour les invitations, de compléter le panorama. Et donc je dépose ce sujet, et là j'ai affaire à une révolte absolument incroyable dans l'institution contre moi. Ça va très très loin, puisqu'il y a même une question qui est posée par un député communiste, Maxime Grémès, à l'Assemblée, au ministre de l'Université, demandant qui m'a autorisé à faire un tel séminaire, et en plus avec Didier Ribon, qui n'est pas docteur de l'université. Donc vraiment, et on nous donne une salle qui, je crois, je ne peux pas y avoir de plus petite salle à l'école des hautes études. Je crois qu'il y avait en se tassant 15 chaises. Alors bon, on voit ça, et au premier séminaire, il y avait 70 personnes dehors qui attendaient. Alors ça a été une autre histoire. On nous a dit tout ça n'était pas scientifique, que c'était du militantisme. Bon, voilà. Mais on sait aussi que ce séminaire a aidé pas mal de jeunes qui travaillaient sur ces sujets à rencontrer beaucoup d'enseignants, en particulier américains, anglais, français aussi. Mais c'est vrai qu'on a lancé un peu ce thème, cette question, comme question de recherche qui était déjà très développée, notamment dans les pays anglo-saxons. Et ensuite, j'ai continué à faire un séminaire sur le sujet, sur homosexualité et politique, à Sciences Po, avec un de mes jeunes collègues. Je vais évoquer un petit peu les contraintes et les soutiens donc pour la production de ce gros manuel de 420 pages. Alors, commençons par les contraintes, qui n'étaient pas minces. D'abord, si on voulait que l'histoire des femmes et du genre, ou une histoire mixte, parce que le terme que l'on souhaite promouvoir est peut-être interpelle plus à la fois le monde enseignant et le lecteur que le terme histoire du genre, qui est encore relativement mal compris et peu légitime, y compris dans les cercles universitaires. Donc première contrainte, pour faire un manuel, il faut respecter les programmes scolaires, sinon l'outil ne sera pas utilisé. Et si on respecte les programmes scolaires et qu'on veut intégrer donc, une approche de genre, il ne faut pas ajouter cette approche de genre à ce qui est déjà enseigné, sinon vous savez que les programmes scolaires français sont déjà extrêmement lourds, hein, et qu'on ne peut pas rajouter encore autre chose. D'où on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on veut véritablement transmettre dans ce manuel? Et on a dit qu'on faisait certes à certains endroits des chapitres qu'on appelle des chapitres complémentaires, par exemple les femmes dans la Révolution française ou les femmes ont-elles eu une renaissance. Donc le professeur prend son manuel classique sur la Renaissance et il intègre des éléments pris dans cet ouvrage. Mais on a fait surtout, et pour ça on a beaucoup discuté là-dessus, des chapitres qu'on appelle de substitution. Et en interpellant un petit peu dans l'introduction les enseignants, le monde éducatif, sur que veut-on transmettre à nos enfants. Alors prenons des exemples parce que c'est plus concret. Le cours sur la Troisième République. Est-ce que c'est important finalement que les élèves, ça va être en première, Troisième République ou peut-être en fin de seconde, je ne sais plus, est-ce que c'est important que ces élèves sachent tout de la succession des crises qui ont scandé la Troisième République, par exemple la crise du boulangisme, ou est-ce qu'il n'est pas plus important pour leur formation de futurs citoyens, pour leur formation, la compréhension aussi des processus historiques, qu'ils intègrent, qu'ils comprennent qu'est-ce que le genre de la Troisième République, pourquoi la Troisième République est-elle un genre masculin. On ne dit pas avec ces mots-là, on le dit autrement, hein, et qu'ils comprennent aussi que la question des rapports de sexe a été à la fois une véritable controverse républicaine. Les femmes, quels droits ont les femmes, que peuvent-elles faire, qui sont-elles, quelle nature, quelle est la nature des femmes, qu'est-ce qu'une femme,
important que les élèves comprennent qu'il y a eu controverse autour de la différence des sexes, qu'il y a eu un mouvement féministe, qui est un véritable mouvement social et politique. Donc, on a mis ça plutôt que de scander, plutôt que de faire des lignes sur Boulanger, le scandale de Panama. Bon, ces choses-là sont dites en une ligne et le féminisme est développé en bien plus d'éléments. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des chapitres de substitution. Intégrer un regard mixte sur l'histoire et intégrer des questions qui ne l'étaient pas si on n'adopte pas ce regard mixte. Donc ça, c'était la première contrainte. Deuxième contrainte, la recherche d'un éditeur scolaire pour une meilleure diffusion. Ça n'a pas été simple, mais on a trouvé quand même finalement Belin, qui s'est sans doute interrogé sur ce que nous voulions produire, mais qui nous a fait confiance. La troisième contrainte, c'est le coût d'un manuel. C'est extrêmement cher, puisqu'il y a énormément de reproduction et de droits de reproduction. Et face aussi à une certaine frilosité des éditeurs scolaires, notre produit manuel scolaire là, est sans doute un produit hybride, mais qui est pensé comme une première étape vers autre chose. C'est-à-dire que le texte des cours est conçu pour les professeurs qui veulent peut-être changer leur façon d'enseigner. Donc un cours pour professeurs avec des dossiers et de nombreux documents utilisables avec les élèves. Enfin, dernière contrainte, et une contrainte qui est une contrainte utile à la démocratie. Vous savez qu'il y a totale liberté pédagogique en France, même s'il y a des programmes, l'enseignant choisit son manuel, etc. Donc il faut convaincre, on a tout un travail à faire pour convaincre les enseignants, de regarder à quoi ressemble ce manuel, de regarder s'il correspond à leur façon d'enseigner, et convaincre aussi des usages possibles. Alors, nous avons reçu quand même, je me dépêche, quelques soutiens. D'abord, tous les membres, les auteurs sont la plupart des membres de l'association de Mélusine qui ont travaillé bénévolement, ainsi que les coordinatrices du volume. Il y a un véritable engagement académique pour transmettre une histoire mixte. C'est rare quand même cette chose-là. Les manuels sont en général dans l'enseignement des ouvrages qui rapportent. Deuxième soutien, le recours à de nombreux auteurs, 33 dans l'ensemble du manuel. On a essayé à chaque fois de prendre le spécialiste de la question. Les institutions n'utilisent pas le langage féministe. Et il faut parler de la lutte contre les discriminations. Pourtant, nous avions essayé de dire que dans nos sociétés, l'égalité et la mixité sont des valeurs partagées et que notre manuel va contribuer à faciliter peut-être la diffusion de ces valeurs partagées. Nous avons quelques difficultés administratives et donc nous ne savons pas si nous finalement le seul. On envisage la production d'un manuel comme une démarche institutionnelle, donc on peut s'interroger effectivement sur les éventuels obstacles qui ont pu nous être opposés par l'institution concernée, en l'occurrence notre éditeur de vous, qui est un gros éditeur dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est un projet auquel je me suis associée sur le tard, donc je ne pourrais pas vous parler des éventuelles difficultés rencontrées dans la jeunesse du projet, puisque quand j'ai rejoint le projet, l'éditeur était déjà engagé. Mais si j'en juge au nombre de relances que nous avons eues de la part de l'éditeur pour publier le manuel dans les temps impartis, il me semble que l'éditeur et les directeurs de collection étaient plutôt motivés par notre démarche, parfois même trop, au regard des contraintes temporelles qui nous étaient imposées. Et par ailleurs, le point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'en dehors d'un point essentiel sur lequel je reviendrai par la suite, nous n'avons fait l'objet d'aucune censure sur le fond, ni a priori, ni a posteriori. Donc les seules exigences qui ont été imposées par l'éditeur étaient des exigences de forme, et notamment l'exigence de respecter le format du manuel, avec ses encadrés, ses résumés, ses petites questions à la fin, son écriture didactique. C'était un effort important aussi pour les universitaires. Mais sur le fond de la démarche et sur notre positionnement théorique, nous avons été vraiment totalement libres. Or, il me semble que cette posture de l'éditeur est importante à souligner, étant donné justement le positionnement qui était le nôtre. Alors, je m'explique. En effet, il était clair pour nous quatre, dès le départ, que notre réflexion théorique était tributaire d'un héritage militant et avait une dimension politique essentielle.
C'est notamment pourquoi nous nous sommes nettement positionnés dès l'introduction du manuel contre les usages qui consistent à se revendiquer du genre pour se démarquer d'une perspective militante. Nous estimons que nous sommes redevables d'un mouvement social et politique, nous nous en nourrissons, la théorie s'en nourrit, et nous avons tous les quatre une position très claire là-dessus. Il faudrait même plutôt parler de plusieurs mouvements sociaux et politiques, mouvement des femmes, mouvement LGBTQ, ce qui fait en sorte que nous avons en commun une culture féministe plurielle. Et c'est cette pluralité que nous avons essayé de refléter dans le manuel en faisant le pari de faire dialoguer des courants de la théorie féministe qui ne se côtoient pas toujours facilement, par exemple le féminisme matérialiste et la pensée queer. Et il me semble que par rapport au manuel déjà publié, nous sommes notamment efforcés d'intégrer plus spécifiquement, plus systématiquement l'apport des études gays et lesbiennes comme une composante essentielle des études sur le genre. Donc c'est notamment tout cet effort d'intégration théorique, on peut dire, je ne sais pas comment appeler ça, qui nous a poussé à réfléchir à une définition théorique du genre qui permette d'intégrer un petit peu ces différents apports. Donc par rapport au positionnement qui était le nôtre, je trouve que l'absence de censure de l'éditeur sur le fond est quelque chose de très positif. Ça nous a en tout cas permis de vivre la conception de ce manuel comme une expérience intellectuelle tout à fait réjouissante, et aussi comme une forme d'engagement, au sens où l'entreprise avait, en tout cas nous l'espérons, une vocation subversive au-delà de sa dimension institutionnelle. Il y a en effet quelque chose de très motivant dans l'effort de rendre accessible la théorie féministe et les études sur le genre à un public universitaire de premier cycle. C'est-à-dire que dans le moment même de l'écriture, il y a tout un travail de réflexion effectivement sur cet aspect didactique qui est à la fois une contrainte de forme imposée par l'éditeur, mais qui devient aussi qui peut aussi être pensée comme une ressource politique. Donc, pas de censure sur l'ensemble du contenu du manuel. Alors par contre, il y a un point sur lequel nous nous sommes heurtés à un mur, c'est le titre. Alors, comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce manuel a pour particularité d'avoir une couverture bilingue. Il a 2 titres, donc, et bizarrement, le terme genre n'apparaît en français que dans le sous-titre. Donc, notre manuel s'intitule « Introduction aux Gender Studies », sous-titré « Manuel des études sur le genre ». Alors, ce titre avait été choisi de longue date par l'éditeur et nous nous sommes battus vraiment bec et ongle pour le faire changer. Nous voulions le remplacer par Introduction aux études sur le genre. Nous ne comprenions pas pourquoi le titre ne pouvait pas faire figurer le mot genre en français, mais ça a été sans succès. Nous nous sommes vraiment heurtés à un mur sur ce point, avec notamment l'idée sur laquelle le titre avait été choisi de longue date. Et puis cette idée aussi lancinante selon laquelle le terme genre serait encore mal identifié en France. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a laissé assez perplexe, c'est-à-dire qu'on nous a laissé faire des encadrés sur Despentes et sur Mackinnon, mais on ne pouvait pas mettre genre dans le titre du manuel. Voilà, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Et ça témoigne bien finalement d'un manque de légitimité persistant. Ça montre en tout cas que les études sur le genre sont un domaine dans lequel des gens complètement extérieurs peuvent se permettre d'avoir un avis sur des questions aussi essentielles que la question des termes qui doivent être employés. On se souvient à ce propos de l'avis de la commission de terminologie et de néologie en 2005 qui s'était prononcée contre la traduction du terme gender en français. Donc à ce niveau-là, il me semble, et bizarrement par rapport à toute la latitude d'action qu'on a eue par ailleurs, il persiste des obstacles vraiment très forts au niveau sémantique. Alors on va parler des soutiens et des contraintes. Moi je commencerai par le problème principal. Notre problème principal, je parle bien sûr à partir de l'expérience, notre expérience collective, hommage et à la revue Travail, Genre et Société. Notre problème principal, il a été et il reste celui de l'insécurité. L'insécurité dans laquelle nous travaillons. On a eu beau avoir fêté nos 15 ans, vous voyez, c'était avant l'été, au siège du CNRS. Je dirais qu'on est toujours dans une insécurité totale. Rien n'est jamais acquis. Le genre peut toujours être renvoyé au statut de subalterne, de variable facultative. Les choses que nous construisons, elles peuvent être détruites du jour au lendemain, sans justification. C'est toujours à nous de nous justifier, c'est toujours à nous de justifier la nécessité, les vertus heuristiques, de justifier l'existence, les recherches sur le genre, de justifier ce que nous faisons. Alors, hommage,
on a eu des soutiens, hein, sinon on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. On a eu des soutiens pendant 15 ans. On a eu un très fort soutien de la direction des sciences humaines et sociales au CNRS. Et comment dire, un soutien à durée déterminée et renouvelable. Chaque fois qu'il y avait un changement de direction, moi j'allais avec ma petite mallette, comme un VRP, je montrais, voilà, on a produit ça, on a publié ça, et je faisais redécouvrir à chaque fois comment dire, nos colloques, nos ouvrages s'empilaient, mais chaque fois, il fallait faire redécouvrir à une nouvelle personne, recommencer l'histoire à zéro, comme si nous n'existions que depuis 3 jours. Alors, mais cela dit, jusqu'ici, je ne dis rien sur pour l'avenir, jusqu'ici nous l'avons eu. Nous avons eu une aide très importante de l'Union européenne. Françoise a parlé tout à l'heure du Bureau d'égalité des chances d'Agnès Hubert. C'est vrai que quand on a démarré Hommage, on a eu un très fort soutien d'Agnès Hubert, de Maria Stratigaki. On n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait, séminaire européen, publication, si on n'avait pas eu ça. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que lorsque Agnès Hubert a été limogée, le MAGE aussi. On a perdu notre subvention, clac. Alors, on a eu d'autres soutiens aussi, bien sûr, le service des droits des femmes, avec de hauts et des bas. Là, on était à la remorque des fluctuations politiques, on va dire comme ça. La mission pour la place des femmes au CNRS, la mairie de Paris aujourd'hui. Cela étant, il n'y a rien de définitif dans tout ça. Il y a rien. Je crois que le seul soutien qui est durable, c'est le travail collectif que nous faisons ensemble. Ça, c'est la seule chose de durable. Tout le reste... Alors, en contrepartie de tout ça, c'est vrai qu'il y a un très lourd travail bureaucratique qui est vraiment problématique parce qu'il faut faire entrer nos problématiques, nos objets de recherche, qui sont des objets nouveaux, qui sont des objets critiques, qui sont des objets vivants, multiformes, dans, je dirais, les carcans de la bureaucratie. Et ça, c'est un boulot qui est, on le sait, qui est lourd, qui n'est pas plaisant, mais à faire. Bon, ça, c'est le boulot. Mais le problème principal, je le répète, c'est l'insécurité dans laquelle nous travaillons. Une personne change, là, quelque part, et hop, c'est une subvention, un projet de colloque qui saute. C'est bien difficile d'avoir des projets à long terme dans ce contexte, et dans la recherche, nous travaillons quand même à long terme, on n'est pas dans du court terme. Par exemple, au MAGE, à chaque renouvellement, le MAGE, c'est un groupement de recherche, donc du CNRS, qui est renouvelé tous les 4 ans. À chaque renouvellement, je tremble. Chaque fois, nous sommes passés en force. Nous avons de l'ancienneté, mais aucune sécurité. Voilà, pour dire les choses autrement. Sur le fond, le cumul des connaissances, je crois que nous arrivons à peu près à l'organiser, mais institutionnellement, il faut recommencer à zéro tous les 4 matins. À cette absence de pérennité s'ajoute, je dirais, un problème de mémoire. Ça fait 15 ans que nous existons et on peut nous oublier comme à rien. Et on est obligé de re-raconter l'histoire. Je ne dis pas seulement ça pour nous, je raconte l'expérience du MAGE, mais je pense qu'elle est valable pour tout le monde dans ce domaine de la recherche. Il y a un problème d'histoire, il y a un problème de mémoire. Voilà, je terminerai là-dessus. Et pour dire qu'au fond, moi, au bout de 15 ans d'expérience du MAGE, je dirais que ce qui caractérise notre travail, ce type de travail, c'est la précarité. Rien n'est jamais acquis. Dernière question, comment, donc toujours d'après votre expérience, d'après vos observations, ces productions ou ces actions féministes dans l'institution interagissent avec les enjeux féministes globaux, disons, et deuxième partie de la question, vos perspectives. Sur la deuxième partie de la question, donc sur les perspectives d'avenir. D'abord, pour terminer le bilan de l'expérience du manuel sur une note plus positive, je voudrais insister sur le fait que ce manuel semble quand même avoir eu des effets positifs en termes d'institutionnalisation des études sur le genre, au moins telles que nous pouvons les mesurer à notre petite échelle. En témoignent 2 propositions qui nous ont été faites dans le prolongement direct de ce manuel. D'une part, la Revue française de sciences politiques nous a proposé de coordonner une rubrique thématique dédiée au genre dans le cadre de sa chronique bibliographique, ce qui permet une meilleure visibilité des publications sur le genre donc à destination de l'ensemble de la communauté des politistes. Donc c'est une revue qui a quand même un impact important. Donc en termes de diffusion, il me semble que c'est un élément important. Et d'autre part, nous avons mis en place cette année à Sciences Po un séminaire de M2 sur genre, société et politique. Donc 2 initiatives en termes de publication et de formation qui permettent de renforcer la visibilité des études sur le genre, au moins au sein de la communauté des politistes.
Alors, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, et notamment, il me semble, en termes d'institutionnalisation de la formation aux études sur le genre dès le lycée et le premier cycle universitaire. Donc, comme l'a rappelé Françoise Thébault, comme je l'évoquais tout à l'heure en parlant d'effigie, l'organisation associative, comme souvent dans ce genre de situation, sert à pallier l'absence d'institutionnalisation. Mais au-delà du côté toujours stimulant du travail associatif, c'est quand même assez difficile de fonctionner uniquement là-dessus. Il me semble que ça ne pourra pas remplacer une véritable reconnaissance par les universités de l'importance de la formation dans ce domaine. Et notamment pour les étudiantes et les étudiants qui choisissent de se spécialiser là-dedans, ça fait en sorte que le genre arrive toujours en plus du reste. C'est-à-dire que concrètement, on va faire des ateliers effigie en plus des séminaires qu'on doit suivre de façon obligatoire dans le cadre de son master ou de sa thèse. Alors, ceci a changé toutefois. Là aussi, des notes d'évolution plutôt positives. On peut citer l'exemple de l'atelier effigie genre féminisme mobilisation collective, donc qu'on avait coordonné avec quelques autres doctorantes depuis quelques années et qui a été au bout de quelques années de fonctionnement cohabilité par le HESS, si bien que les étudiantes et les étudiants qui veulent valider leur participation à ce séminaire dans le cadre de leur master peuvent maintenant le faire. Et aujourd'hui, les journées de recherche de l'IEC participent aussi de ce travail d'institutionnalisation de la formation sur le genre au niveau doctoral. Donc l'institutionnalisation est en marche, mais il me semble que beaucoup reste à faire dans ce domaine-là. Et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un décalage qui est très frappant entre le manque d'institutionnalisation de la formation et le degré de développement des recherches. Enfin, vraiment par rapport au nombre de thèses qui sont soutenues, je trouve ça très très fort. Ce qu'a dit Margaret tout à l'heure, les mots c'est ceux-là qu'il faut employer, malheureusement. Fragilité, insécurité, menace permanente de disparition. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Dans les années, c'est très intéressant, quand les structures, ce qu'on appelle en termes onusiens les mécanismes pour l'égalité, c'est-à-dire les bureaux qui sont à New York, qui sont à Bruxelles, qui sont à Strasbourg au Conseil de l'Europe, etc. Au début, ça paraît pas très important, c'est une espèce de concession qui est faite par les hommes du système, par le système, et sont des féministes qui prennent les postes. Et puis quand on se rend compte qu'elles bossent vraiment, qu'elles font des choses qui peuvent être dangereuses, bon, pourquoi est-ce que le réseau d'experts femmes dans la prise de décision a été supprimé en 1996 et l'équipe d'Agnès Hubert limogée? Pour une raison très, très simple, c'est que ces femmes s'étaient bien rendues compte que le seul article de la Charte de l'Union européenne, l'article 119, ne traitait que des salaires, de l'égalité des salaires des femmes et des hommes. Il y avait un seul article dans le traité de Rome sur les femmes et les hommes, l'article 119, égalité de traitement. Ça ne marchait pas, ça n'avançait pas. Donc l'équipe féministe qui était en place essaie de regarder les législations, etc. J'étais à une réunion qui avait présidé au 3e programme d'égalité des chances, et je me souviens d'un expert universitaire néerlandais qui dit, mais écoutez, si ça ne marche pas, il y a une raison simple. C'est parce que là où se négocient les conventions collectives, il n'y a pas de femmes. Les syndicats envoient des hommes, il n'y a que des hommes, donc on pose cette question des femmes dans la prise de décision. Mais 5 ans plus tard, l'Angleterre de Mme Thatcher, l'Allemagne de M. Kohl disent, mais tout ça, c'est pas dans le traité de Rome. Vous avez largement dépassé, outrepassé votre mission. Donc, on supprime tout ça. Je suis missionné par le groupe d'experts pour aller rencontrer en 1996 Odile Quintin, qui avait pris le poste d'Agnès Hubert et qui n'était pas féministe du tout. Et bon, je râle un peu, et elle me dit, mais écoutez, Françoise, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Dans le 4e programme, il va y avoir des subventions pour des ONG, déposer un projet. Et là, donc, on se fait un réseau avec mes anciennes collègues
des femmes dans la prise de décision, et on se dit ce qui serait bien, le secteur qu'on a le moins travaillé pendant le troisième programme, c'est le local. C'est les femmes et l'introduction à la question du genre dans l'aménagement des territoires. Et on a monté en 48 heures un projet avec le Conseil des communes et régions d'Europe, où on a été financé pendant 4 ans pour faire des séminaires. Alors c'est des séminaires dans les différents pays où il y allait avoir des élections locales, où on mettait la moitié des gens du séminaire, c'était des élus, et l'autre moitié, c'était des chercheurs. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait peu de chercheurs sur le local, y compris en sciences politiques, donc on a fait bouger aussi ce terrain-là. 4 ans après, fini les subventions. Là aussi, ça n'avait pas vraiment plu à nos interlocuteurs. Donc, il restait un lieu où il y avait un peu de féminisme dans l'institution européenne, c'était merveilleux, la division recherche, la DG10. Et là, on obtient avec Jacqueline Heinen 3 ans d'argent, et on a eu de l'argent vraiment, pour travailler sur cette question de l'introduction du genre dans les politiques territoriales. On n'a pas pu travailler sur tous les pays européens, on a monté 7 équipes européennes et on a pu faire un rapport sur la situation. 3 ans après, terminé, et on en est revenu maintenant de nouveau à des subventions moindres et uniquement annuelles au Conseil des communes et régions d'Europe, mais on a monté avec nos équipes de chercheurs ce qu'on appelle une ville égalitaire, une ville virtuelle égalitaire. On a pris dans les différents pays les meilleurs exemples d'intégration du genre dans les politiques locales pour montrer ce que pouvait être une ville qui rassemblait toutes ces politiques d'égalité. Et ça a débouché sur la charte européenne, on a rédigé la charte européenne de l'égalité dans la ville, qui aujourd'hui est ratifiée par un peu plus de 1000 villes en Europe. La question là aussi, pérennité de cette affaire. On sait que, par exemple, des villes ont signé la charte, mais la femme, par exemple, qui l'a portée au sein du Conseil, ou l'homme, est plus là à l'élection suivante, et tout l'investissement qui a été fait est terminé. Donc il y a une bagarre continuelle pour pérenniser ce qu'on veut faire en matière d'égalité. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, sur ce que Françoise a dit aussi. Il me semble qu'on vit une période où il y a un contraste extrêmement fort entre l'accumulation des connaissances, d'une part, et la reconnaissance institutionnelle. C'est-à-dire que sur l'accumulation des connaissances, le doute n'est plus permis. Il y a les livres, les articles, les thèses, les manuels, les rapports de recherche. Tout ça témoigne du foisonnement des idées, de la richesse des débats, du cumul des connaissances. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Du dialogue aussi entre questions de recherche, problèmes sociaux, sur tout un tas de choses. On avance. Françoise a cité un certain nombre d'expériences. Nous, au MAGE, on en a d'autres aussi. Par exemple, on organise à la fin de cette semaine un colloque à la mairie de Paris avec la Coordination nationale des droits des femmes. C'est une rencontre entre le monde de la recherche, le monde associatif, les associations féministes. Donc tout ça, on sait le faire, on le fait. Tu as raison, il y a énormément de choses qui sont faites. Mais il y a un grand contraste entre ça et la question de la reconnaissance intellectuelle, reconnaissance scientifique de ce qui est fait. Du point de vue institutionnel, Michel Perrault, lors d'un colloque qu'on avait organisé au MAGE, on lui avait posé cette question et il avait dit la reconnaissance institutionnelle, elle est indigente en France. Et je pense que le terme est juste, c'est indigent. Quel que soit l'indicateur retenu, que ce soit le nombre d'unités de recherche du CNRS, le nombre de professeurs d'université, le nombre de directeurs de recherche, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur la part des femmes dans les directeurs de recherche, selon les différents grades, à l'université comme au CNRS. Si on regarde les publications, les chaires d'études féministes, tout ça, c'est ridicule. Maurice Godelier nous avait raconté lors d'un colloque du MAGE aussi, il nous avait dit l'énorme rugissement, j'utilise ces termes, de ses collègues de la direction du CNRS lorsqu'en 1982, il avait demandé 1 million de francs pour les recherches sur les femmes et les recherches féministes. Le rugissement, on l'entend comme si on y était. Et je crois que le paradoxe, il est là, il est toujours là, dans ce contraste entre la multiplication des recherches et l'espèce de vide institutionnel.
Et donc, revendiquer un autre sort, une autre dignité pour ce domaine qui rassemble, ça il faut le rappeler, le dire et le redire, en effet, de très nombreux chercheurs et chercheuses aujourd'hui, c'est donc une nécessité, ce n'est pas fait. Chacun le fait à sa façon, et nous, en créant et en essayant de faire perdurer le mage, c'est notre façon d'essayer de répondre à cette indécente indigence. Mais un début de réponse, parce que je pense qu'il n'y a pas d'institutionnalisation véritable des recherches sur le genre en France. Alors sur les perspectives d'avenir, je ne dirais pas grand-chose. Je m'en remettrai à la poésie, et je voudrais citer Guillaume Apollinaire, comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Avant de répondre à la question, je voulais juste rebondir sur ce que disait... Il faut parler dans le micro. Donc je voulais juste rebondir sur la question du titre pour dire que pour nous également, nous n'avons pas pu choisir véritablement, enfin, obtenir que le titre que nous souhaitions soit le titre de l'éditeur. Les éditeurs invoquant pour nous, les commerciaux ont dit que ce n'est pas vendable, que ce n'est pas compris, que ceci, que cela. Donc ça donne un titre pour nous très bâtard, sauf le terme d'histoire mixte auquel nous tenions. Mais le titre principal est la place des femmes dans l'histoire, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a écrit. Nous, on a écrit une histoire hommes et femmes, ou bien une histoire du genre. Mais ça, genre, c'est pas compris. Et hommes et femmes, ça fait petite histoire. Donc ce n'était pas non plus accepté. Alors pour revenir sur les enjeux, les enjeux d'une transmission d'une histoire mixte sont importants, à la fois civiques et scientifiques, au niveau des enfants, des adolescents. D'abord parce qu'on leur montre la place des femmes dans la sphère publique, y compris comme actrices politiques et actrices du politique, y compris comme militantes féministes. Il y a une sorte de fonction légitimante de l'histoire qui propose des modèles positifs d'identification. Alors, une de nos membres de l'association avait fait une expérience dans ses classes de 3e et une petite fille avait dit maintenant je sais que je peux tout faire. C'est un retour très valorisant pour un enseignant que l'adolescente lui dit ça. D'autre part, notre histoire mixte tente de montrer que le privé est historique et politique. Ce n'est pas de la petite histoire, notre récit historique intègre des questions très importantes, comme tous les enjeux liés à la reproduction et à la maîtrise de la féminité, qui en général ne sont pas inclus dans le récit classique. D'autre part, montrer que le masculin et le féminin ne sont pas définis par nature, ce que la majorité des adolescents, ou même la totalité des adolescents, ont tendance à croire, mais le résultat de construction sociale et culturelle, tout ça c'est très important, et ça peut peut-être contribuer à apprendre la liberté et le vivre ensemble entre garçons et filles. Toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas très facile, notamment au niveau de certaines classes de fin de collège. D'autre part, enfin, apprendre à décrypter les mécanismes sociaux de construction des inégalités et les processus de conquête des droits. Alors, dans les manuels, j'ai dit tout à l'heure avec un petit sourire qu'il y avait parfois un dossier femmes comme le Château Fort. Il y a parfois aussi, notamment au niveau des programmes de terminale, des chronologies de conquête des droits. Il y a quelques dates essentielles, effectivement, mais comme si les droits tombaient du ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de comprendre d'où viennent ces droits, quels ont été les acteurs, les actrices notamment, qui ont permis que les mœurs et les lois changent. Donc reprendre cela, c'est un enseignement qui, directement ou indirectement, produit de la liberté et lutte contre les discriminations. Bon, il y a donc des véritables enjeux féministes de transmettre une histoire mixte, même si, toujours les questions de langage, puisqu'on y revient, lorsqu'on aura parlé à diverses institutions interlocutrices, par exemple l'inspection générale, les inspecteurs pédagogiques régionaux, les associations de professeurs d'histoire-géographie, il faut peut-être utiliser d'autres langages, comme le partage des valeurs de démocratie, d'égalité, de non-discrimination, de mixité. On aura sans doute ce langage-là dans la présentation de ce manuel. Alors, il y avait une question sur le féminisme global. C'est vrai que là, il y a un chapitre qui n'est pas strictement dans le programme, mais on a essayé d'intégrer un chapitre qui avait écrit par 3 personnes parce qu'il y avait des questions importantes autour du féminisme global. On a intitulé ça
les femmes dans le nouvel ordre des ordres mondiaux. Il y a à la fois la question des violences sexuées de guerre et des femmes dans les mouvements globaux. Alors l'avenir pour nous aussi, présenter les débats autour de ce manuel, une mobilisation des institutions de l'éducation nationale, peut-être là, avec l'accord de l'éditeur, un site qui permettrait aussi la consultation du manuel de façon numérique, et bien sûr, l'idéal peut-être pour je ne sais pas combien d'années, que tous les manuels pour élèves de tous les niveaux scolaires intègrent ce récit